Beaucoup d'infos dans ce 34e numéro des Technos avec entre autres un test puisque notre ami Marc et nos amis d'informaticiens de manière générale ont pu tester les lunettes Oculus Rift. Et donc, vous l'avez compris, pour ce numéro 34, il y a effectivement Marc qui nous accompagne. Seb n'est pas des nôtres parce qu'il est un barbecue. Sous la pluie. Sous la pluie. C'est un barbecue aquatique. Voilà, c'est un steak vapeur qui se fait en extérieur. Et puis, il y a Benoît avec nous également. Bonjour Benoît. Salut. Qui est de retour après une absence de une ou deux semaines. Mais voilà, c'est un petit peu normal. C'est une équipe qui bouge, qui va tester des choses, qui en rapporte d'autres. Ce sont les hors-séries. De temps en temps également dans les numéros, on vous propose quelques petites choses comme celle-là, comme l'Oculus Rift. On y reviendra d'ici quelques minutes. On commence directement avec la lettre A, comme Apple. Et il y a des choses à dire cette semaine concernant Apple. Marc, oui, c'est à toi que je vais céder la parole. Sony empoche $20 pour chaque iPhone 6 vendu. Encore une histoire de licence. Voilà, ça c'est fait, donc on peut passer au sujet suivant. D'accord. Alors, alors Sony est étonnamment des partenaires d'Apple qui remportent sa petite part des bénéfices. Quand on pense à l'iPhone, on penserait surtout à Samsung, Foxconn, etc. Mais Sony, étant donné qu'il fournit sur la nouvelle gamme, donc iPhone 6, iPhone 6 Plus, les deux capteurs photo dorsaux et frontaux, empoche pour chaque iPhone vendu un petit montant. Bon, c'est symbolique, c'est $20. Mais quand on connaît le succès de l'iPhone, on peut raisonnablement penser que ça fait déjà un beau paquet de dollars. Alors, par contre, ce qui est aussi bien pour Sony, c'est qu'il ne s'arrête pas qu'à l'iPhone, ils fournissent également les optiques des deux modèles haut de gamme actuellement chez Samsung, donc le S6 et le S6 Edge. Et tout ça a permis à Sony, enfin tout ça avec d'autres choses, a permis à Sony quand même de relever sa prévision de bénéfices d'exploitation pour 2015 à 2,3 milliards d'euros. Voilà, c'est un petit chiffre qui fait toujours plaisir. Bien sûr. On a connu Sony en plus mauvaise posture, on est content qu'il relève la tête. Voilà. Effectivement, on reste chez toi, Marc, pour rester chez Apple également d'ailleurs, pour parler de l'Apple TV. Et moi, je trouve que c'est la bonne nouvelle de la semaine, ou même de la semaine d'avant. Je sais, il me semble que c'était la fin de semaine dernière. Oui, c'est ça, voilà. C'était juste après le dernier podcast. C'est Arte qui débarque sur l'Apple TV. Oui. Alors gratuitement, simplement, vous rallumez votre Apple TV 3 donc. Je ne sais pas si en fait le truc était déployé sur tous les modèles. Moi je l'ai sur le 2, oui. Moi je l'ai vu arriver sur le 3, donc c'est parfait. Donc vous rallumez simplement votre Apple TV après une période de sommeil plus ou moins longue, et là vous avez une belle icône orange, Arte, qui vous permet donc, si c'est votre tasse de thé, parce que bon, Arte ne plaît pas forcément à tout le monde, d'accéder aux services plus 7, replay, etc. Donc voilà, il y a toute une série de services qui sont maintenant disponibles. Important. Et, gratuitement. Gratuit et pas géobloqué. Donc, pas géobloqué, effectivement. Donc vous avez accès, quel que soit, que vous soyez en France, en Belgique, etc., ça marchera. Il y a même des fictions, hein. Il n'y a pas que des émissions maison, il y a aussi des fictions qui sont mises à disposition. Pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes sur lesquelles les droits ont manifestement été négociés pour le web également. Moi, je dis que c'est la bonne nouvelle de la semaine parce que c'est la seule chaîne francophone à être disponible sur Apple TV, ce qui est quand même pas mal. Évidemment, on peut trouver du contenu francophone par le biais de Netflix, par le biais de YouTube, etc. sur l'Apple TV. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais là, c'est une chaîne vraiment et c'est du contenu intéressant en plus. Alors après, on n'aime pas. Ça, c'est chacun qui fait sa popote. On va, parler du tout premier article qui est paru concernant la marque Apple. Exactement, on a retrouvé, c'est la journaliste qui l'avait créé à l'époque, a recontacté un des sites d'Apple, qui traite d'Apple aujourd'hui, pour remontrer ce qui est sans doute le premier article qui a été écrit sur Apple. C'était une présentation de l'Apple One. Donc le tout premier ordinateur créé par les deux Steve, et une interview des deux Steve. Et alors ce que je trouvais vraiment intéressant, j'ai lu l'article, c'est qu'on trouve l'ADN d'Apple est déjà là. Il y a une interview de Steve Jobs et de Steve Wozniak. Et alors, on demande à Jobs, le processeur, le machin, et puis il dit, mais en fait, c'est pas ça qui est important.
Ce qui est important, c'est qu'on arrive avec un BASIC qui est vraiment efficace. Donc BASIC, le langage de programmation. À l'époque, c'était ce qu'on utilisait pour les machines destinées comme ça au public de l'Apple One, c'est-à-dire des bidouilleurs. On a un BASIC qui est vraiment puissant, qui est vraiment pratique, qui est vraiment facile. Et donc déjà, cette réflexion sur... Il ne faut pas s'embêter avec la quantité de RAM, il ne faut pas s'embêter avec... Il faut réfléchir à ce qu'on va en faire. Oui. Ce qui est vraiment l'ADN d'Apple et qui était là tout au début et qui est toujours là maintenant. C'est ça qui est bien avec ce genre de retrouvailles, entre guillemets, archéologiques quasiment. C'est de retrouver les fondamentaux ici de la marque Apple. Je me rappelle qu'il y avait eu quelque chose de peu près similaire concernant Bill Gates, pas Microsoft en particulier, mais ce que Bill Gates disait dans le passé et qu'on a mis en relief avec ce qu'il fait aujourd'hui avec ses sous est tout à fait cohérent, et donc c'est plutôt amusant de constater ce genre de choses. On reste chez toi, Benoît, pour parler quoi d'un hub un petit peu particulier, un hub USB, mais pour le nouvel USB, l'USB-C, si je ne m'abuse. Exactement. Alors, il est taillé sur mesure pour un Mac que je sais, vous, les deux marques, vous le trouvez pas exceptionnel. Moi, je le trouve extraordinairement génial. C'est le nouveau MacBook, le tout petit. Mais c'est vrai que si on migre d'un MacBook existant vers cet appareil, comme il n'y a plus qu'un port USB-C et un seul, ça veut dire qu'on risque d'être embêté. La théorie étant évidemment que tout va un jour passer par le R et donc on n'en aura plus besoin, mais aujourd'hui c'est pas encore tout à fait le cas. On a encore quelques périphériques qui ont besoin de se connecter en USB. Et donc là, ils ont construit, c'est un Kickstarter, il y a un hub qui est il y en a deux sur Kickstarter, mais alors il y en a un des deux où l'équipe ne semble pas être très réputée, et l'autre c'est le Hub Plus, qui se présente comme vraiment un hub spécialement pour le nouveau MacBook. Donc on a trois ports USB 2, ça c'est important, je vais revenir dans un instant. Un port display, il faut revenir dans un instant parce qu'il est spécifique aussi. Un lecteur de carte SDXC, et une batterie lithium, donc qui permet de l'utiliser quand on l'emporte avec soi pour recharger son iPhone. Et donc c'est vraiment taillé pour remettre la connectique, parce que si on achète ce genre de MacBook, vraisemblablement, on est comme moi, on a un MacBook Pro qui a 4-5 ans, qui se fait un petit peu vieillissant, 3-4 ans, qui se fait un petit peu vieillissant. On se dit on voudrait bien le remplacer par une machine plus petite, plus pratique, etc. Et on va retrouver en fait la même connectique. C'est vraiment ça l'idée. Et par la même connectique, c'est là où il faut réfléchir un petit peu avant l'achat, c'est de l'USB 2, pas de l'USB 3. Parce qu'ils expliquent que les puces pour faire de l'USB 3 ne sont pas assez fiables aujourd'hui. Et le connecteur display est un DisplayPort, c'est pas un Thunderbolt, donc ça va marcher sur l'ancien écran Cinéma Display. De nouveau, c'est celui que j'ai parce que moi j'ai un MacBook Pro qui a quelques années. Mais si vous avez une machine plus récente, avec le Cinéma Display Thunderbolt, malheureusement, il va pas être compatible. Donc il faut réfléchir au moment où on l'achète. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin ou est-ce que j'attends un petit peu pour avoir un autre produit? Mais je pense que ça vaut la peine parce qu'au niveau de l'esthétique, on est sur un produit qui se fondra bien avec le MacBook. Oui, c'est ça. Effectivement. Je voyais froncer des yeux Marc derrière son écran. Ça, tu ne l'avais pas encore vu, cet accessoire-là. C'est-à-dire, si, je l'ai vu rapidement, mais je me suis pas trop arrêté dessus. Alors, la réflexion de Benoît, oui, effectivement, je ne suis pas fan forcément du nouveau MacBook. Mais ce n'est pas pour une question de taille, ce n'est pas pour une question de connectique, etc. C'est simplement que je trouve que c'est un retour en arrière assez flagrant au niveau de la puissance embarquée dans la machine. Quand on compare ce qu'on a dans un MacBook Pro, le mien il a un an et demi, et ce qu'on a dans le nouveau MacBook, voilà. Et je trouve qu'il y a quand même un monde de différence qui est justifié par la différence de prix, là on est d'accord, mais par contre ce n'est plus une machine professionnelle au niveau où moi je l'entends avec la puissance derrière. Maintenant le petit hub, il est très sympa, mais ce qui m'a fait froncer des yeux, c'est quand les constructeurs prétendent que la technologie des puces contrôleurs pour USB 3 n'est pas assez fiable. Là, je m'interroge un peu, parce que des contrôleurs pour USB 3, maintenant, c'est intégré dans n'importe quelle bécane. Alors, je vais repasser la parole à Benoît, qui a une réponse apparemment à cette question. Je voulais juste préciser un truc. Alors, je ne sais pas si tu étais là, cet épisode-là, Marc, il y a une semaine ou deux, où on a passé en revue avec David les fonctionnalités du nouveau MacBook, en l'occurrence.
et on s'était accordé à dire que c'était un super bel appareil pour le représentant de commerce, par exemple, pour aller en clientèle avec son MacBook, que c'était pas un foudre de guerre, mais qu'il avait une raison d'être dans la gamme pour des raisons esthétiques, de classe, de tout l'apparat, on va dire, Apple. C'est une très belle machine de prestige. Voilà, c'est ça, exactement. Prestige, c'est le mot que je cherchais. Benoît, tu avais une réponse. Moi, je suis pas du tout d'accord quand vous parlez d'une machine de prestige. Je pense qu'il faut, d'abord, effectivement, il n'y a pas le petit pro derrière dans le nom, donc c'est clair que c'est pas la machine la plus puissante, et c'est clairement indiqué. Je pense que si tu te trompes, voilà. Mais je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est une machine de prestige. Moi, j'ai une utilisation de portable en déplacement important. Et je trouve qu'aujourd'hui, mon portable, il est trop gros. Et systématiquement, il est toujours trop gros. Donc, l'idée de se dire... Et par contre, j'ai pas besoin de beaucoup de puissance. D'accord. J'ai juste besoin de pouvoir faire tourner, et c'est pour ça que je peux pas prendre un iPad, j'ai besoin de pouvoir faire tourner des applications qui sont un petit peu vieillottes, des applications qui sont, parce que c'est dans des projets où on a besoin d'eux, et résultat, un iPad n'est pas une solution, et un portable, il est toujours trop gros. Et donc, cette idée de dire, on profite de l'évolution de la technique pour le rendre soit une gamme plus montée en puissance, qui est la gamme Pro, ou une gamme plus compacte, je pense qu'ils ont raison. Après, c'est à chacun de faire ses choix par rapport à ses besoins. C'est clair que si tu veux faire du jeu, si tu veux faire du montage vidéo, c'est pas la bécane pour toi. C'est clair. Mais si tu te dis, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de pouvoir consulter mon mail, faire du courrier et faire tourner quelques logiciels parce que ils seront pas adaptés pour iPad, etc. C'est une belle machine. Et donc, dans ce sens-là, je l'aime bien. Maintenant, sur l'histoire du Hub 2 ou 3, je me contente de répéter les arguments du fabricant. Et je veux surtout attirer l'attention. Si vous vous dites, tiens, je vais m'acheter le MacBook et donc je prends ce genre de hub, il faut connaître les contraintes du jeu. Oui, bien d'accord. Une fois de plus, par rapport au MacBook, je pense que c'est sans doute l'appareil qui fait le plus parler, en tout cas dans ce podcast, depuis qu'il est sorti. Chacun y va de son opinion, et toutes les opinions, en fait, quand on regarde bien, on les met de bout à bout, elles vont pas dans le même sens, mais en tout cas, tout est assez cohérent, tout ce qui se dit est assez cohérent. On est tous d'accord pour dire que c'est pas l'éditeur vidéo, c'est pas la machine, pour faire de l'édition texte, des choses comme ça, c'est parfait, mais peut-être, c'est un autre usage. On passe à autre chose, on parle d'édition, justement. BB-Edit 11.1, c'est comme ça qu'on dit. Benoît, qu'est-ce que tu peux nous en dire de neuf? Il vient de sortir. Donc, BB-Edit, si on est sur Mac, c'est l'éditeur de texte technique. Ouais. Donc c'est plutôt pour du développement, c'est plutôt pour de la réalisation de sites web, pour du code, qui est incontournable. Je pense que à peu près tous les techniciens sur Mac en ont une copie. Et donc la version 11.1 vient de sortir avec 2 grands éléments de mise à jour. Le support de Git, donc le système de gestion de versions distribuées. Et ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire ils avaient déjà Subversion qui était intégré, mais le fait d'avoir Git intégré, c'est un vrai bonheur. Et le support, alors en plus de différentes corrections de bugs, évidemment, et le support du format edit config, qui est un format de spécification de comment on veut que son éditeur se comporte face à un langage donné. Donc, si on veut indenter de 4 ou 3 caractères, etc. Si vous comprenez pas ce que je veux dire, c'est que vous n'en avez pas besoin. Oui. Et ce format étant le même, ça permet de l'utiliser depuis un éditeur ou l'autre. Donc, par exemple, si sur Mac, on travaille sur BB-Edit et sur d'autres plateformes, on travaille avec, WebStorm, on va pouvoir comme ça passer ses préférences d'une machine à l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui nous écoutent et qui sont plutôt dans le développement, etc. Encore, chez toi, Benoît, pour parler de FileMaker 14 qui vient de sortir. Et toujours un peu dans le développement, effectivement. Ouais. FileMaker, c'est l'outil de conception de base de données développé par une filiale d'Apple qui s'appelle FileMaker. Ils ne sont pas allés chercher très loin pour le nom. Non. Et qui est un outil de gestion de base de données assez simple, un mélange entre puissance et simplicité qui est pas inintéressant. Ce qu'ils ont rajouté ici, c'est essentiellement un meilleur support du mobile, donc avec l'application iOS qui a été améliorée, et l'application, la version web. Donc si on l'héberge, si on prend la version serveur de FileMaker, elle supporte mieux les outils mobiles. D'accord. Et on termine avec toi, Benoît, toujours dans la lettre A, puisqu'on est toujours dans le monde Apple, pour Hook. Alors Hook, c'est un petit jeu, je voulais absolument vous en parler, j'ai accroché, et c'est un Hook, ça veut dire crochet en anglais, j'ai vraiment accroché. C'est un petit jeu... c'est pas un jeu, je pense, pour les gamers.
c'est pas du lourd. C'est un jeu vraiment pour se détendre. Là, il y a une petite musique comme ça qui est quasiment une musique new age, relax, etc. Et le principe, c'est on a des petits casse-têtes à résoudre qui consistent simplement à enlever il y a différentes pièces et il faut les démonter. Le graphisme est 2D, très sobre, très joli. Et puis on doit essayer de trouver. Alors évidemment, les casse-têtes deviennent de plus en plus compliqués. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, il n'y a pas de chronomètre. Il n'y a pas il y a rien qui te stresse. T'es là, tu te dis tiens, j'ai 10 minutes devant moi, je me fais 1 ou 2 casse-têtes à mon aise, sans stresser. C'est de la logique en fait. Hein. C'est vraiment bien. C'est de la logique et on peut prendre le temps qu'on veut pour résoudre le problème. En fait, c'est exactement le même principe que ces casse-têtes qu'on aurait par écrit au dos d'une revue. C'est ça. Hein. C'est un peu ça. Oui. Là non plus, il n'y a pas de chronomètre. Quoi. Voilà. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. Donc par contre, il y en a qui sont vraiment casse-tête. C'est assez prenant. Ça coûte 1 €. Voilà, c'est pas cher et c'est plutôt rigolo. On arrive tout doucement à la lettre B et ça c'est bien parce que justement B c'est bien. Voilà, je vais y arriver. Vous en avez touché un mot au tout début de ce numéro. Oculus Rift, apparemment, Marc, c'est bien. Oculus Rift, oui, c'est bien. Et alors, une de mes grandes craintes, puisque j'avais peur en l'essayant, parce que j'ai un sens de l'équilibre qui est pas toujours optimal, j'avais peur de vomir mon 4 heures en essayant le casque. Et non, je n'ai pas vomi. Voilà, ça c'est la grande info. Alors, j'ai pu tester effectivement samedi dernier pendant 10 minutes à peu près. Il était en démonstration dans une grande surface dont le nom commence par Media et se termine par Markt. Un Oculus Rift. Alors, c'était la version Development SDK qui était exposée avec 2-3 petites applications qui permettaient de se rendre compte de la qualité d'immersion. Alors d'abord sur le casque lui-même, alors, je dois avouer que j'ai été bluffé parce que c'est léger. D'accord. C'est hyper léger, franchement. Ça n'entrave pas du tout la tête. Bon, au début, quand on se harnache, qu'on a le harnais, qu'on a les écouteurs, parce qu'on peut mettre des écouteurs aussi, qu'on a les sangles et tout, et les fils qui traînent, on se dit ça va être une horreur. Non. On est à peine entré dans la simulation, dans le jeu, etc., qu'on oublie le poids. Alors, la première critique que j'aurais, parce qu'il y en a quand même, évidemment, sinon on ne peut pas dire que du bien. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si ça sera le cas sur le produit final, mais la définition de l'écran pique encore un peu. D'accord. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les cellules, on voit vraiment les pixels individuels. C'est encore grossier. Bon, je suppose que dans les versions finales, effectivement, ils auront tendance à monter en résolution pour affiner le tout. Alors, au niveau du tracking, c'est bluffant. Ça répond au 10e de seconde et vous avez vraiment une impression de liberté comme j'en ai rarement connu. Même quand on avait essayé à l'époque les fameuses lunettes Sony qui ouvraient un champ de vision, voilà, là ça ne bougeait pas. C'était un bel écran devant soi, c'était pas de la réalité virtuelle à proprement parler. Ici on est en plein dedans. Et là où ça devient vraiment prenant, c'est que, alors l'une des simulations qui est assez bien faite d'ailleurs, je dois dire, c'est un petit parcours de montagne russe dans le salon, et donc vous avez le truc qui monte sur le fauteuil, puis sur le sofa, puis sur la bibliothèque, etc. Quand il plonge, vous vous accrochez sur votre siège. D'ailleurs, on vous fait asseoir. D'accord. On vous fait asseoir quand on teste ce truc-là, et je peux comprendre, parce que la première seconde, j'ai eu tendance à plonger avec, et je n'aurais pas été assis, je ne serais pas là pour vous le raconter. Ça trompe l'oreille interne, quoi. Ça trompe clairement l'oreille interne, franchement. D'accord. Alors, on a vu effectivement une tonne de vidéos qui ont déjà circulé sur le web avec ce qu'il est possible de faire sur un Oculus Rift et toutes les intégrations définitives, prototypales ou quoi, qui ont été faites au niveau des jeux. La dernière en date que j'ai vue qui m'avait vraiment donné envie d'avoir ce genre de produit chez moi, c'est une intégration qui a été faite avec la dernière version du jeu de simulation spatiale Elite Dangerous, où là c'était vraiment, voilà, c'était du space opéra chez soi à la maison. Donc voilà, 2 bonnes raisons d'acheter Elite Dangerous et le Oculus Rift quand il sortira, parce qu'il sort bientôt en fait, et ça c'est la deuxième partie de la news, c'est qu'en 2016, au premier trimestre 2016 normalement, il sera disponible à l'achat pour les consommateurs. D'accord. La grande inconnue reste encore le prix. Voilà. Évidemment. Et tu dirais que c'est plutôt un produit pour gamers ou ça peut servir de façon plus large? Ça peut servir de façon plus large dans la mesure où ça n'a jamais été voulu comme un produit limité au monde gamer. Et effectivement, le fait, la société a été rachetée par Facebook il y a à peu près 1 an, si je me trompe pas, et la société, donc en fait,
a vraiment mis en avant toutes les utilisations possibles, et au-delà du jeu vidéo et du cinéma, donc le home movie à chez soi, que vraiment ce sont les deux trucs qui viennent à l'esprit en premier lieu. Il y a la conception de cours virtuels, donc s'intégrer dans une classe avec un enseignant, etc. De la consultation médicale à distance, visualiser un magasin, visualiser un lieu, faire du tourisme virtuel. Donc les utilisations ne manquent pas. On parle même de gestion de base de données en mode virtuel, et ça fait penser à des vieux films de science-fiction des années 90, voire même peut-être des années 80. Effectivement, oui. Voilà, mais pourquoi pas, effectivement. Pourquoi pas. Donc il va sortir en 2016. D'ici là, il devrait avoir quand même 2 autres concurrents sur le marché qui devrait arriver aussi. Le premier, c'est le HTC Vive, qui lui sera lancé fin 2015 et dont, sauf erreur, on ne sait pas grand-chose encore. Et alors surtout le projet Morpheus que Sony destine à ses utilisateurs de PlayStation. Alors pour la blague, on pourrait aussi parler du projet de Google avec la boîte en carton, moi j'appelle ça comme ça. Ça porte un nom, le cardboard VR, oui, ça. effectivement. Bon, ça on a testé aussi, c'est assez sympa. Mais quand tu mets l'Oculus Rift sur ta tête, tu te rends compte que c'est à des années-lumière, quoi. Enfin, le prix le sera aussi. Oui, c'est ça. Parce que la petite boîte en carton, c'est une invention française en plus. Enfin, c'est un Français qui l'a inventé pour le compte de Google. On ferme ce chapitre bien. C'était bien. C'était bien. C'était la lettre B. B comme bouloir aussi. C'est un podcast high-tech, il n'y a pas de doute. Avec Benoît, il nous amène souvent des gadgets de ce type-là, et ça j'aime bien, parce que c'est vraiment original pour le coup. Ça s'appelle Mito. M2ITO. Voilà, Mito. C'est encore un Kickstarter, donc c'est pas dispo tout de suite. Ce sera dispo, attends, je regarde mes fiches, juin. D'accord. Non, pardon. Non. Ça c'est pas avril 2016. D'accord. Ça sera dispo avril 2016, donc faut être un tout petit peu patient. Et c'est un Kickstarter, donc ça sera sans doute un petit peu après avril, comptez plutôt août-septembre, si on regarde les autres. Alors l'idée c'est quoi ? C'est une bouilloire, mais une bouilloire plus moderne. Donc c'est pour si on veut faire du thé, si on veut faire des boissons chaudes, des soupes, etc. Et c'est un système par induction. Alors c'est très malin, il y a une base, on pose le récipient dedans, et puis on vient mettre un petit, comme un petit bâton en métal, une petite sonde en métal, enfin voilà, qui va prendre l'énergie par induction, donc comme les casseroles, hein, quand si on a une plaque par induction, c'est le même principe. Et ça va permettre de mettre du coup n'importe quel récipient, donc la tasse dans laquelle on veut faire le thé, la tasse dans laquelle on veut faire sa soupe, directement. Et l'objet, en tout cas tel qu'il est présenté, est assez esthétique, il est assez joli. Et puis parce que c'est un petit peu, enfin ça fait partie des tendances du moment, il s'annonce un peu vert en disant. Et c'est vrai, moi je bois beaucoup de thé, ça m'arrive souvent. On a tendance à faire chauffer quasiment toute la bouilloire ou une demi-bouilloire, alors qu'en final, on ne va pas utiliser toute la bouilloire. Et donc là, on fait vraiment chauffer de la bonne quantité. Donc on peut même mettre une théière et on va faire chauffer juste la quantité d'eau pour la théière. Donc ça, c'est le côté un peu écolo. Ça veut dire qu'on va consommer moins d'énergie. Et ils ont une théorie, etc., disant que bien que l'induction consomme un petit peu plus, globalement, on va consommer moins parce qu'on a moins d'eau à chauffer, etc., etc. Enfin, je trouvais l'objet joli, je trouvais l'objet intéressant. Il n'est pas donné, malheureusement, puisque ça va coûter 90 €. Il faut être aussi un petit peu patient, quand même. Mais j'ai envie de vous en parler parce que il m'a vraiment tapé dans l'œil. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, peut-être, c'est faire un accessoire, donc cette espèce de sonde qui vient plonger dans le liquide, universel, puisse fonctionner avec n'importe quelle plaque à induction. Ça aurait été peut-être plus malin, plus jouable. On va faire un Kickstarter tous les deux. On va lancer la sonde universelle. On est quand même nombreux à avoir des plaques à induction, et finalement, ça équivaut à mettre la casserole dans le récipient. Hein. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Sur le principe, c'est ça. Sur le principe, c'est ça. Donc, il suffirait peut-être d'avoir simplement l'accessoire le plongeur, en gros. C'est une version moderne du. Par exemple, un petit peu, ça existe en USB, plongeur. Un petit plongeoir comme ça, où ça existe, qui se branche directement sur la prise électrique. Mais souvent, c'est assez laid. Oui, c'est très laid. C'est un peu dangereux aussi parce que tu as le fil et tu as le risque de. Enfin, ça m'a toujours paru un peu dangereux, moi. Là, ça semble pas. Mélanger l'électricité. Il n'y a pas ce phénomène de. Mélanger de l'électricité avec de l'eau, c'est jamais très prudent.
en l'occurrence. Ici, il n'y a pas d'électricité, hein, c'est juste la plaque à induction. La plaque à induction est quand même alimentée. Voilà, oui, mais elle est isolée du reste. Voilà. C'est plutôt pas mal, c'est bien pensé, c'est une jolie découverte. Évidemment, il va falloir un petit peu attendre avant de pouvoir tester la chose. On va boire de l'eau. Oui, et voilà, froide. B, encore, décidément. B comme Brozouf. Ah oui, ça, il fallait évidemment passer par là avec Marc. On va parler encore une fois de Uber. Uber qui commence à valoir beaucoup de Brozouf, justement. Oui. Enfin, qui commence à coûter beaucoup de voitures aux gens qui participent au système. Ça, c'est une chose. C'est un autre débat. Ici, on parle des revenus de Uber. Alors, pas de ses revenus, mais de sa valorisation. D'accord. Et alors, valorisation un peu artificielle, parce que cette valorisation ne provient pas directement de ses revenus, mais cette valorisation a été calculée sur base du prochain tour de table, donc d'augmentation de capital ou de levée de fonds que la firme pourrait faire. Et donc, il y a actuellement des sources non confirmées qui font objet de la part d'Uber d'une préparation de levée de fonds d'un montant entre 1,5 et 2 milliards de dollars, ce qui placerait la valorisation post-levée de fonds de la société à 50 milliards. D'accord. Ce qui en fera la plus jeune entreprise, donc la start-up la plus chère au monde. D'accord. Donc c'est pas plus mal. Donc ça lui permettra de dépasser le record de Facebook. Voilà, donc ici c'est la 4e levée de fonds qu'il ferait. Et voilà, moi je dois avouer que c'est quelque chose qui me fascine un peu, dans le sens où j'ai du mal à comprendre comment une entreprise qui, alors sur papier, perd encore pas mal d'argent, peut être valorisée autant juste en ayant réussi à se faire prêter de l'argent pour continuer ses activités. Voilà, je dois avouer que c'est quelque chose qui me laisse un peu sans voix. Ce que je propose... Et surtout, on ne parle pas de bulle, hein. Non, c'est ce que j'allais dire. Non. Ici, on parle simplement du phénomène lui-même. Effectivement. Mais ce qu'on pourrait faire à l'occasion, et on essaiera d'organiser ça un jour, c'est d'avoir dans ce podcast un économiste pour nous expliquer un peu où va ce monde. Bruno, si tu nous écoutes, un économiste serait le bienvenu, effectivement, pour nous expliquer ça, au-delà de l'aspect technologique des choses qui nous apporte un petit peu plus. Mais bon, on s'intéresse aussi au nerf de la guerre, comme on dit. On reste chez Uber, justement, qui, avec cette valorisation, peut encore se permettre de dépenser de l'argent, en plus. 3 milliards pour s'acheter ce que Nokia a fait de mieux, entre guillemets, ces dernières années. Oui. Donc, c'est une des choses que Uber pourrait faire avec ce nouveau trésor de guerre, ce serait de s'offrir le système de cartographie de Nokia. Here, donc le système de cartes. Et effectivement, le montant annoncé est de 3 milliards de dollars. Alors, bon, le service équipe quand même déjà aujourd'hui à peu près à la base 80% des systèmes de navigation embarqués dans les véhicules. Donc voilà, le système est là, il existe, il a une valeur. Et il faut dire que Uber n'est pas le seul en lice. Il y a quand même d'autres sociétés qui sont prêtes à dépenser pas mal de sous pour faire la même acquisition. Et alors notamment, il y a un consortium qui est emmené par BMW, Audi et Daimler et Baidu, le fameux moteur de recherche chinois, qui se sont montrés intéressés par le système de cartographie, au même titre d'ailleurs que Facebook et Microsoft. Donc Air est en train de déchaîner pas mal de passions, à voir qui mettra le plus sur la table pour l'emporter. Maintenant, par rapport à Uber, encore une fois, le désir d'Uber d'acquérir ce genre de service peut avoir du sens, mais est également un petit peu flou, dans la mesure où récemment la firme a aussi annoncé d'autres évolutions de ses activités de base, comme notamment la livraison de courrier, la livraison de repas, où, on s'en rappelle, on en avait parlé il y a quelque temps, la recherche et le développement pour la production de véhicules sans chauffeur. Donc Uber est en train de se lancer un peu dans tous les sens, et c'est là qu'on se demande un petit peu si, voilà, il y a vraiment s'il y a une stratégie directrice derrière. En tout cas, moi, je ne l'ai pas comprise. Donc, comme tu disais, peut-être qu'un économiste pourrait nous donner quelques coups de fil. Effectivement. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter. Juste un truc sur la valorisation, parce que et je leur souhaite certainement pas que ça arrive, mais je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, on a annoncé que AOL venait d'être racheté pour 4 milliards, quelque chose comme ça. 4 milliards. Alors,
alors qu'elle avait une valeur de 110 milliards il y a pas si... Enfin, il y a la bulle précédente, en final. Oui. Donc, il faut prendre ce genre de chiffres aussi avec un petit peu d'expérience, on va Effectivement, dire. on n'a pas repris cette info parce qu'elle n'était pas... Enfin, c'est business, mais c'est vrai qu'on aurait pu en parler, Marc, de ce rachat de... alors, je suis perdu, c'est AOL qui rachète ou qui se fait racheter. C'est Verizon qui se fait racheter par AOL. Mais non, c'est le contraire. Par rapport à ce que Marc disait, c'est la perte de valeur colossale. C'est AOL qui se fait racheter par... c'est ça. Verizon. C'est ça, voilà. Ouais. Pour une somme qui est 42 fois inférieure, effectivement, à sa valorisation il y a encore quelques temps. Ça fait plein de questions, effectivement, qui restent un peu en suspens. Si vous, de votre côté, avez des réponses à nous formuler, ou des débuts de réponses, ou si vous avez envie d'en parler, tout simplement, n'hésitez pas à nous contacter via les commentaires, via notre blog, via Facebook, via Twitter. Enfin, les moyens ne manquent pas, et effectivement, vous êtes les bienvenus. On va parler avec encore Marc, on va rester à la lettre B comme Bozo, pour parler d'une autre société qui ne va pas bien pour le coup, c'est Sharp. Oui, et Sharp, en fait, pour que le grand patron du groupe, qui s'appelle Kozo Takahashi, ait déclaré « Nous sommes désolés », il a dit sincèrement auprès de tous les actionnaires, bon voilà, c'est que les choses ne vont pas bien. Et dire qu'elles ne vont pas bien, c'est un petit euphémisme. La société, donc Sharp, a accumulé depuis 2011 10 milliards d'euros de pertes. C'est pas rien. Ils ont annoncé qu'ils vont supprimer des milliers d'emplois dans le monde. Rien qu'au Japon, il y a 3500 personnes qui vont se retrouver du jour au lendemain dehors. Ils vont faire une série d'opérations de recapitalisation pour justement essayer d'éponger un peu les pertes. Au niveau mondial, ils visent une réduction des effectifs entre 10 et 15%. Il faut savoir quand même que Sharp est un des plus gros employeurs mondiaux au Japon, enfin, est un des plus gros employeurs asiatiques au monde. Et puis surtout, ils visent, et alors ça c'est quand même quelque chose d'assez symptomatique, ils vont opérer une réduction de capital. C'est quelque chose qui est assez rarissime. Et ils vont passer d'un capital de 120 milliards de yens actuels à 500 millions. D'accord. Vraiment pour essayer d'apurer les comptes, de nettoyer un peu tout ce qui s'est accumulé. Aujourd'hui, on considère que le groupe est dos au mur. Et si les choses ne sont pas prises en main sérieusement, ce qui pourrait d'ailleurs rapidement mener au déboulonnage du CEO actuel et la nomination d'un autre CEO pour essayer de sauver un peu les meubles. Donc si les choses ne s'améliorent pas dans les 12 mois, on considère qu'il y a vraiment un risque d'explosion et que le groupe pourrait être scindé et revendu petit morceau par petit morceau. Sharp étant quand même un acteur historique, ça donne une idée du climat de déréliction économique dans lequel se trouvent toutes ces grosses entreprises qui n'ont peut-être pas su forcément adopter le bon virage, faire le bon virage au bon moment. Oui, et puis il y a des questions de coûts de main-d'œuvre, etc. Où, soyons clairs, les Chinois et les Coréens sont peut-être plus concurrentiels sur ce grand marché mondial. Et voilà, c'est un petit peu ce résultat-là. Ici, il ne s'agit pas vraiment d'un problème de virage technologique. Du côté de chez Sharp, c'est pas comme l'histoire de Kodak, par exemple. C'est vraiment une question de positionnement sur ce marché qui est un peu plus délicate, comme on l'avait dit aussi pour Sony, il n'a pas toujours été super bien portant, et donc il y a des hauts et des bas. Mais déjà, de toute façon, une des premières mesures qu'ils vont prendre aussi pour essayer de réduire un peu la voilure, c'est par exemple, ils vont arrêter tout ce qui est production de télévision et autres produits électroniques au niveau européen. Ils vont abandonner tout ce qui est marché télévisuel au niveau des États-Unis. Ils vont essayer de revendre déjà une partie de la participation à une autre société, avec donc, comme je dis, toujours en épée de Damoclès au-dessus, le risque que la société soit splittée selon 5 grandes entités. Il y a électronique grand public, énergie, solutions d'entreprise, composants et enfin les écrans, si les choses ne s'améliorent pas d'ici 12 mois. J'ai touché au médical aussi, je pense, à une époque, me semble-t-il. Ok, bon, voilà qui clôture la lettre B. On est enfin arrivé. On va attaquer la lettre C. Oui, mais comme bref, effectivement. C'est comme Canon. Et si on parle de Canon, on parle forcément photo. Enfin, pas forcément, mais là, en l'occurrence, on parle photo. Et ça, on refile la patate à Benoît, parce que c'est son dada à Benoît, les objectifs et la photo numérique, avec un nouvel objectif chez Canon. Voilà, enfin, ou plutôt la mise à jour d'un objectif qui existe déjà, c'est le 50 mm 1.8
qui vient de ressortir en version STM, c'est-à-dire avec des moteurs dits stepper, donc des micromoteurs, pour faire très simple, plus efficaces que la génération précédente. Ce qui est intéressant avec ce genre d'objectif, c'est que c'est un objectif assez bon marché, ça coûte 150 €, et qui permet pour beaucoup de gens d'accéder à bon compte à un objectif avec une grande ouverture. Parce que le 1.8 derrière, c'est peut-être le chiffre le plus important. 50 mm, bon, c'est la focale, c'est une focale moyenne, c'est très bien, ça convient à pas mal de sujets photos. Mais le fait d'être en 1.8, ça veut dire qu'on a un objectif qui ouvre très fort, et donc ça permet de faire, si on aime bien ces flous derrière-plans qui vont être marqués, ça permet de les faire très facilement. Si on veut photographier dans des espaces où il n'y a pas beaucoup de lumière, et surtout maintenant avec les réflexes numériques qui sont si sensibles, eh ben ça permet de vraiment se faire plaisir. Et généralement, quand on achète un réflexe, on reçoit avec un objectif qui est une espèce de compromis entre plein de critères, le prix d'abord et puis quelques critères techniques. Et là, on a un objectif qui est, parce que c'est des vieilles formules, parce que les 50 mm, c'est des objectifs qu'on fabrique depuis la nuit des temps, et donc on sait les fabriquer bon marché, ça permet bon marché d'accéder vraiment à une première belle optique. C'est ça, mais qui va pas tout faire. Par contre, il va falloir. Non, mais la définition des belles optiques, c'est qu'elles sont pas généralistes. C'est ça. Si on... c'est ça, c'est vrai. Voilà. Non, mais on sort clairement. C'est vrai que tu le disais, l'objectif livré avec l'appareil, le classique 1440 chez Panasonic, livré avec tel appareil, etc. Enfin, des choses avec lesquelles on va pouvoir commencer à jouer, on va dire. Ici, c'est déjà, on se fait appel à le sens de la photo chez le, allez, on va dire le passionné de photographie, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. On va passer à la lettre C. On est à la lettre C. Je vais finir par y arriver. L'alphabet et moi, ça fait 2. C'est comme courrier. Ah oui, on l'a pas fait au début, donc on le fait maintenant. C'est vrai qu'on a reçu énormément de courriers, quelques remarques ci et là. Vous en êtes sans doute rendu compte, on a fait un hors-série spécial LG G4, puisque Marc et Sébastien ont eu l'occasion de tripoter l'animal. C'était l'occasion pour nos auditeurs de faire une remarque sur notre accent ou notre façon de dire les mots à la belge, Marc. Oui, effectivement, Claude qui nous reconnaîtra, Claude, salut. Donc oui, effectivement, nous sommes belges, nous revendiquons notre belgitude et nous continuerons à dire circuit et couir. Voilà. Je rappelle pour la boutade, Claude est français et il s'amuse un petit peu de notre accent belge, mais c'est un auditeur fidèle et on le remercie. Donc voilà. À bientôt. Voilà, c'est ça. On espère. Un autre de nos auditeurs a fait également un commentaire concernant justement ce hors-série, en tout cas le contenu de ce hors-série, en nous expliquant, il s'agit de Ricoh, que l'appareil dont on a fait l'éloge, entre guillemets éloge, dans ce hors-série, a perdu 2 de ses principaux atouts par rapport aux versions précédentes. La taille, et en particulier la taille de l'écran et du contour de l'écran, qui pour lui, le LG G2 était une référence en la matière, et puis le prix correct pour l'Europe. C'est vrai qu'on en a parlé, c'est un appareil peut-être un petit peu cher aujourd'hui par rapport à ce qui existe dans la concurrence. Voilà, il nous rajoute qu'il est bien content de nous avoir trouvés et qu'il s'est abonné à notre chaîne YouTube comme beaucoup d'autres. Plus de 200 personnes se sont déjà abonnées à la chaîne YouTube. Soyez plus nombreux encore, comme par exemple sur Facebook, allez liker la page. Plus on est de fous, mieux c'est, et voilà. C'est bien comme ça. Je ne sais pas s'il y avait encore quelque chose d'autre à dire concernant le courrier des lecteurs. Vous n'avez rien vu passer? Non, pas de ton côté Benoît, pas de ton côté Marc non plus. On passe à la suite. Alors à la lettre G, parce qu'il faut accélérer un petit peu. G, vous vous en doutez, comme Google. On retourne chez Marc pour parler de Google Plus Collections. Voilà, Google est en train de... Bon, on sait que Google Plus n'est pas le réseau social qui est le plus utilisé au monde, donc forcément Google expérimente beaucoup pour essayer de relever son usage auprès de ses utilisateurs potentiels, et ça donne lieu parfois à des choses assez intéressantes, comme ce qu'ils ont mis à jour, la mise à jour qu'ils ont faite récemment, qui introduit un concept similaire à celui de Pinterest, c'est-à-dire des collections. Donc ce que Google appelle les collections, en fait, c'est sur base de votre profil Google+, vous allez pouvoir, alors, soit créer des collections à vous, soit parcourir des collections qui sont présélectionnées par Google. Et une collection, grosso modo, c'est quoi? C'est un album qu'il va contenir
des posts, qui va contenir des liens, des vidéos, des images, donc à peu près tout ce que vous avez l'habitude de mettre sur Google+, et que vous allez pouvoir regrouper par thème, partager avec certaines personnes dans vos cercles ou les mettre de manière complètement publique. Et moi, je trouve l'idée assez sympa parce que ça va peut-être ramener un petit peu plus de monde sur Google. Sur Google+, parce que ça combine donc alors pour l'instant c'est assez embryonnaire, il n'y a pas toutes les possibilités de partage que l'on trouve sur Pinterest par exemple, et il n'y a pas le système d'alimentation automatique qui se fait sur base de votre consultation d'historique. Par contre, ça va peut-être permettre de combiner la puissance du moteur de recherche de Google pour pouvoir faire des tableaux, des collections plus contextuelles, plus riches. D'accord. Donc voilà, moi j'ai trouvé l'idée sympa, je me suis inscrit, j'ai browsé un petit peu à droite à gauche, c'est assez bien fourni pour le moment. Voilà. Et alors, petit truc intéressant, l'application Google+, pour Android est déjà mise à jour et supporte la chose. Par contre, pour iOS, il faudra un peu entendre. D'accord. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. Moi, ça m'a fait penser à une espèce de recyclage du principe des cercles dans Google+. c'est un peu ça, hein, finalement, qui n'est pas un mauvais principe en soi, soyons clairs. Mais... Non, c'est pas un mauvais principe, mais voilà, c'est bien. Ils expérimentent, ils tournent en rond parfois, et parfois ils trouvent des trucs vraiment bien. Effectivement, on va se tourner vers Benoît pour rester chez Google, en quelque sorte. Mais pas que chez Google. Et en même temps, pour parler un tout petit peu architecture, comme on l'avait déjà fait au sujet du projet de Facebook, ici, il s'agit de LinkedIn et de Google qui se bagarrent à Mountain View, en quelque sorte. Exactement. Alors, on va pas pouvoir parler beaucoup d'architecture puisque justement le bâtiment va pas se faire, ou il va se faire, il va être très très amputé. Google voulait construire un nouveau campus avec une architecture effectivement assez révolutionnaire puisque le campus devait être réorganisable. Donc il y avait une espèce de bulle et sous la bulle allaient se trouver les emplacements et ces emplacements seraient à câble. Donc on pourrait les bouger, etc. L'idée était bien jolie. Ça n'a pas tellement plu au conseil communal, à la mairie de Mountain View, là où Google est installé. Et la raison pour laquelle cela n'a pas plu est assez intéressante parce qu'ils se sont dit, en fait, si Google continue à grandir comme ça veut dire que bientôt, ils vont représenter une telle masse d'employés, et une telle masse de personnes qui vont vivre chez nous, qu'en fait, ils vont représenter la majorité des électeurs, et donc en fait, Google pourra contrôler la ville. Ça leur a pas plu du tout. Donc, ils n'ont pas donné à Google le terrain qu'ils voulaient. Ils lui ont donné 20% seulement du terrain qu'ils demandaient. Et ils ont plutôt privilégié un projet d'une autre société basée là-bas, LinkedIn. Et donc, LinkedIn va pouvoir faire son projet parce qu'ils ont quasiment tout le terrain qu'ils avaient demandé. Et Google va devoir trouver sans doute d'autres lieux pour s'installer. Projet plutôt sobre, hein, si vous avez les images. Classique, là, chez LinkedIn, c'est vraiment de l'immeuble, tout ce qui est plus classique. C'est-à-dire, c'est ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est des immeubles dits mixtes avec un cinéma, je pense, et un restaurant, mais globalement, c'est beaucoup plus sage en termes d'architecture. Voilà, que par rapport à Google, où là, il y a vraiment de l'innovation et de la créativité. Voilà, c'est à l'image de l'entreprise, sans doute. Parler du côté architectural du projet, c'est un projet qui a fait beaucoup couler d'encre parce que justement, comme le projet est à câble, modifiable par les utilisateurs, ça amène certains architectes à dire, mais en final, à quoi est-ce qu'on sert, nous? Et donc, on tombe dans cette profession-là sur le même genre de choses qu'on tombe dans toutes les professions qui se confrontent à l'informatisation et à la prise de pouvoir des utilisateurs. C'est nous les experts et il peut pas y avoir quelqu'un d'autre qui a notre connaissance. Donc mais on n'aura pas l'occasion, en tout cas pas là, pas dans l'immédiat en tout cas, de voir le résultat, puisque je suppose que même s'ils veulent s'installer ailleurs, il va leur falloir un petit peu de temps pour retrouver des terrains, obtenir les accords, etc. En effet, on reste chez toi, Benoît, et on passe directement à la lettre M, parce qu'il faut accélérer un petit peu. Vous êtes bavards, hein tous les deux. M comme Maker, une distribution et une machine Linux pour Maker à seulement $9. Donc un ordinateur à $9, ça y est, on y est. C'est encore un Kickstarter, donc il n'est pas disponible tout de suite, mais ils vont pas mettre très longtemps puisqu'ils annoncent une livraison en décembre. D'accord. Donc fin de l'année, c'est fait. C'est habituel, ça va faire février-mars. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir une toute petite machine. C'est un peu la même logique que le Raspberry Pi, sauf que le système est un petit peu plus intégré dans le sens où ils incluent
à la fois la machine et un OS, une distribution Linux dessus. Le machin est vraiment minuscule, et donc il vise plutôt les makers, les gens qui fabriquent des objets avec une imprimante 3D, avec un système de découpe laser, etc., en disant vous allez pouvoir mettre de l'intelligence parce qu'on a quelque chose qui est vraiment très petit. Il est aussi capable de recharger une batterie, donc par défaut, il ne vient pas avec une batterie, mais si on met une batterie à côté, il y a des circuits qui sont capables de prendre en charge le fait d'envoyer le courant dans la batterie, vérifier le niveau de charge, etc. Il y a une bonne flexibilité dans la connectique vidéo, avec les ports qui permettent de le brancher sur une TV ou la possibilité de mettre un adaptateur HDMI. Et enfin, il y a un port USB, ce qui veut dire qu'on va pouvoir le relier à des tonnes de périphériques. Et puis après, on va pouvoir construire un objet quelconque et y mettre de l'intelligence avec ce genre de petite machine. Et c'est vrai que $9, ça devient vraiment, c'est encore bien plus abordable que le Raspberry Pi. C'est ludique en même temps, ça peut former des jeunes, ça peut, voilà, on a déjà parlé ici avec Sébastien qui est un des grands spécialistes dans l'équipe, avec Marc, faut-il le préciser, de ce genre de petits bidules. Toi, ça t'amuse évidemment, Marc? Moi, ça m'amuse absolument, effectivement. C'est le genre de truc qui va encore rendre plus abordable l'art du bidouillage et le mettre à la portée de n'importe qui, parce que c'est vrai, le Raspberry Pi est encore quelque chose, je vais pas dire élitiste, mais c'est un budget qui peut faire, qui peut encore freiner l'acquisition par, si ton gosse te demande demain, donne-moi un kit d'électronique ou un truc comme ça, tu vas quand même réfléchir, parce que si tu veux équiper le truc complètement, ça va quand même chercher sur une certaine somme. Ici, c'est rien. À la rigueur, tu le prives de 2 Quick, et il a son truc, c'est parfait. Oui, c'est vrai. Dans la Magic Box. Oui, mais tout à fait, dans une Magic Box. Oui, dans un Kinder. C'est le genre de truc vraiment pratique. Vu la taille, ça rentre dans un Kinder. Hein. Absolument. Ça rentre dans un Kinder. C'est ça l'idée. Ça veut dire aussi qu'il va avoir plein de la récupération de pièces, etc. et venir construire quelque chose avec. Bon, c'est une bonne chose. On reste une fois de plus chez toi, Benoît, et on passe chez Microsoft. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on l'a pas mis dans notre liste de sujets à développer, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Microsoft a lâché sa liste de versions de Windows 10 à venir, et il y aura une version pour objets connectés, pour justement ce type d'ordinateur. On y reviendra certainement dans ce podcast. Mais chez Microsoft, il y a d'autres annonces aussi, liées par exemple à Skype. Voilà, ils ont un produit en développement, un produit en laboratoire qui s'appelle Skype Translator. Et l'idée, c'est qu'on fait un Skype, comme on est en train de faire maintenant d'ailleurs, mais si par malheur on ne parle pas la même langue, eh bien Skype va traduire pour nous en temps réel. Donc je parle en français et le système va le traduire en anglais ou dans les langues supportées, en écrit et apparemment également à l'oral, ça semble être une option. Alors le produit était en lab, donc c'était usage très très limité. Il est un petit peu plus étendu parce que maintenant il est disponible pour tout qui possède une machine Windows. Donc j'ai pas pu essayer, mais on voit qu'ils ouvrent les portes et on espère le voir bientôt arriver sur iOS et sur macOS. Ça va développer effectivement peut-être notre podcast. On va avoir des intervenants espagnols. Moi, je travaille souvent dans des contextes internationaux où on parle tous en anglais, mais c'est vrai que ça limite la participation parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise en anglais et donc le fait d'avoir une espèce de soutien comme ça, je pense que ça. Alors, en même temps, travailler avec des traducteurs et plus encore des traducteurs automatiques, ça a des contraintes, mais je trouve l'idée. C'est des projets intéressants. Oui, tout à fait. On passe à la lettre S comme santé, avec un projet. Alors là, j'ai été regarder la vidéo que tu m'as envoyée, Benoît, et je trouve l'idée vraiment, pour le coup, vraiment originale. C'est une démonstration, en fait. Hein. En gros, c'est ça. Alors, c'est un projet pour la Fondation contre le cancer. Donc, c'est une campagne de publicité. Et c'est une agence bruxelloise qui a eu l'idée. Et le principe, c'est de dire, les mélanomes, les cancers de la peau, qu'on risque d'attraper entre autres par une exposition prolongée au soleil. Ils ont une idée absolument amusante. Ils mettent une grande tour sur une plage et la tour projette forcément une ombre, et dans cette ombre on distribue du wifi gratuit. Et il y a un système de caméras qui fait que quand le soleil bouge, l'ombre bouge. Les caméras suivent le mouvement de l'ombre et vont adapter l'émission du wifi pour qu'elle reste
dans la zone d'ombre. Et donc, évidemment, ça veut dire que si on veut le Wi-Fi gratuit, il faut se mettre à l'ombre, il faut se protéger du soleil. Donc, voilà, ça compte sur le fait que voilà, maintenant, on aime bien, surtout en vacances, quand même rester connecté, suivre son Twitter, suivre son Facebook, suivre son Instagram, etc. Et évidemment, il faut du Wi-Fi. Donc là, on a le Wi-Fi, mais en échange, on doit prendre soin de sa santé. C'est un incitant original, parce qu'évidemment, tout le monde a envie de rester au soleil. Tu es à la plage, tu as envie d'être au soleil, mais quand même, avoir du Wi-Fi gratuit, apparemment, c'est plus important que de prendre le soleil pour beaucoup de gens, et la démonstration est d'ailleurs faite. Et c'est plutôt malin. C'est peut-être un exemple à suivre dans d'autres cas, hein, pour d'autres idées, pourquoi pas. C'est assez rigolo, et le système est très ingénieux, puisqu'il s'agit d'une antenne directionnelle couplée à un système de repérage du soleil. Enfin voilà, tout est expliqué dans la vidéo. C'est une jolie trouvaille, encore une fois, Benoît. On reste d'ailleurs chez toi pour parler d'une chose dont on avait déjà parlé dans ce podcast. C'était il y a un bout de temps, c'était au numéro 16, le tout premier numéro de la rentrée de janvier, suite au CES. C'est une annonce qui avait été faite lors du CES concernant une nouvelle gamme de micros chez Shure. Voilà, des nouveaux micros chez Shure, et c'est simplement pour dire qu'ils sont en train d'arriver, on commence à les voir référencés dans les magasins. C'est la gamme Motive, et donc notamment on les voit chez Key Music dans les distributeurs belges. Et la gamme Motive, ce sont des micros numériques, donc on va brancher en USB ou en Lightning, donc Mac, PC, etc., ou device iOS. Alors il y a 4 modèles, donc en fonction de l'usage qu'on va faire, on va choisir l'un ou l'autre. Mais c'est des produits qui sont, je trouve, graphiquement assez élégants. Oui. Et puis Shure étant une bonne marque, on peut s'attendre à une qualité qui rappelle le côté vintage des anciens microphones de la marque, hein, le fameux micro à tête de mort, comme on l'appelle, qui revient comme ça sous cette forme. C'est vrai qu'il y a un vrai marché pour ce type d'appareil aujourd'hui. Ce qu'on fait là aujourd'hui, ce podcast, on est un petit peu la preuve aussi. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à parler à leur ordinateur, et donc il faut des accessoires qui vont bien, qui fonctionnent bien. Évidemment, ça a besoin d'être testé en situation, mais c'est vrai que la marque a une réputation à tenir, donc je les vois mal faire des appareils de mauvaise qualité ou simplement décevants. Je pense qu'il y a bon à prendre là-dedans. On est sur des tarifs qui avoisinent quand même entre 100 et 200 euros, hein, Benoît, si je ne m'abuse. Je sais pas. Mais c'est pas du produit, c'est pas du produit jetable. C'est ça. On est sur quelque chose un produit de qualité, même si le tarif peut paraître cher aux néophytes, c'est quand même très fort bon marché par rapport à du matériel professionnel, et donc fort accessible du coup. On va passer à la lettre T comme truc, et la lettre T comme truc, c'est un petit peu tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans les autres lettres de l'alphabet. On passe du côté de chez Marc pour parler de OnePlus 2. C'est la relève chez OnePlus qui s'en vient prochainement. Est-ce qu'on a des informations complémentaires ? Les informations commencent effectivement à filtrer, et ces informations peuvent être considérées comme relativement fiables dans la mesure où elles émanent du PDG de OnePlus, donc Pete Lowe, qui s'est entretenu avec quelques fans de la marque sur l'équivalent chinois de Twitter qui s'appelle Weibo. Voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et donc il a lâché 2 indices importants. Le premier, c'est que donc on confirme que le OnePlus 2 va embarquer le chipset Qualcomm 810, le Snapdragon 810, celui-là même que LG avait écarté pour cause de surchauffe et d'instabilité du dernier G4, celui qu'on a testé avec Sébastien il y a quelques jours. L'autre information concerne le prix. Alors là, c'est une information qui est un peu moins gaie. On sait que sur le premier modèle, celui que nous avons tous les deux, ils avaient été partisans d'une politique tarifaire très très agressive, avec un modèle qui commençait à 269 € pour un appareil qui en relève largement à des téléphones qui sont commercialisés 7 voire 800 €. Ouais. Ici, Pete Lowe a demandé simplement aux utilisateurs avec qui il chattait quel prix leur semblerait légitime pour un smartphone du niveau de celui que sera le OnePlus 2, et les utilisateurs se sont apparemment tous mis d'accord sur un prix qui balance aux alentours des 400 €. Voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on sait. Donc on sait ce qui va l'animer, on sait plus ou moins combien il sera vendu. Pour le reste, à part le fait que l'appareil ne devrait pas être disponible avant la fin du 3e trimestre 2015, grosso modo, on ne sait rien. On ne connaît pas le prix, on ne connaît pas les accessoires, on ne connaît pas la configuration générale, la résolution de l'écran, la quantité de mémoire embarquée, les fonctionnalités. Ouais. Donc je suppose que tout ça va se
débloquer au fur et à mesure. Mais bon, vu le succès commercial et le succès d'estime qu'a été le OnePlus One, on peut raisonnablement supposer que le OnePlus 2 sera de nouveau une très belle bébête. Il faut rappeler aussi que le OnePlus One a bénéficié d'un mode de distribution qui est plus une idée marketing qu'une vraie idée de distribution, par mode de parrainage, etc., qui a aidé aussi à, on va dire, populariser la marque, soyons clairs. Donc ça a créé un peu l'envie, le besoin, comme on dit, c'était plutôt malin. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir réitérer le coup avec la version 2 de leur smartphone. On verra. En tout cas, donc c'est pour le mois d'août, septembre, quelque chose comme ça. On en saura plus à ce moment-là. On en parlera effectivement. Spotify, on passe à toute autre chose. Spotify, après l'audio, pourrait s'intéresser à la vidéo. Oui, le streaming vidéo est un des marchés sur lequel Spotify lorgne depuis un certain temps et avec comme perspective et comme ambition de s'attaquer en direct à YouTube. Alors, c'est assez étonnant parce que dans les premières déclarations préliminaires qui avaient été faites il y a quelques mois à ce sujet, alors, on parle évidemment de sources bien informées, proches du projet, etc. Tout ça, c'est du domaine de la rumeur. Tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, ça reste du domaine de la rumeur. Ce qui avait été évoqué, c'est que Spotify reproduirait en vidéo ce qu'ils avaient fait au niveau de l'audio. C'est-à-dire, ils se poseraient comme un concurrent direct à Netflix. C'est ça. Apparemment, ici, c'est quelque chose qui va aller plus dans le partage de création, d'où la concurrence directe avec un modèle comme celui de YouTube. Le service serait évidemment, pour un premier temps, réservé aux abonnés payants, mais l'éditeur n'exclut pas la possibilité de l'ouvrir après à l'entièreté de sa communauté contre, évidemment, le fait de devoir subir de la pub, etc. Spotify a quand même précisé, aurait quand même précisé, ça reste au conditionnel, que les nombreuses données utilisateurs, donc notamment l'historique de consultation pour ceux qui écoutent de la musique via Spotify aujourd'hui, ou qui partagent, ou qui suivent des playlists, ce genre de choses, tout ça pourrait être utilisé pour proposer du contenu vidéo en adéquation avec les goûts de ses membres, ce qui laisse à penser que dans un premier temps, le système serait restreint effectivement à de la vidéo musicale. C'est ça. Voilà. Oui. Bon, affaire à suivre une fois de plus, comme on dit, et c'est vrai que la vidéo sur Internet, même si elle a du succès, on le voit de mois en mois, de semaine en semaine, a de plus en plus de succès sur Internet, cherche encore son modèle économique, que ce soit chez YouTube ou chez d'autres. C'est une affaire à suivre de près, évidemment. Nous, on s'y intéresse de près, et bien entendu, on vous informe régulièrement de ce genre de choses. On va conclure tout doucement, Marc, avec Tesla. Tesla qui a annoncé tout récemment, on l'avait dit, la vente prochaine de batteries domestiques. On va pas revenir ici sur l'intérêt d'une batterie domestique et l'argumentaire commercial qu'avait fait Elon Musk à cette occasion. Bref, apparemment, c'est déjà la rupture de stock aux États-Unis. Oui. Alors avant de parler de ça, je vais quand même rapidement revenir sur le sujet précédent, Spotify. J'ai oublié de mentionner, mea culpa, tout ça. Le 20 mai, il y aura une conférence qui sera tenue par Spotify où on pourrait peut-être dévoiler officiellement ce nouveau service de vidéo. D'accord, ok. Alors, sur Tesla, effectivement, la production, l'entièreté de la production qui sera assurée par la Gigafactory, donc l'immense usine qu'ils ont construite en collaboration avec Panasonic pour la production de batteries. L'entièreté de la production est déjà réservée et bloquée jusqu'à mi-2016. Il faut savoir qu'en quelques jours, donc depuis l'annonce officielle, ils ont fait 38 000 réservations de batteries, que ce soit en batterie individuelle ou en Powerpack, donc la solution qui est modulable pour les entreprises. Ça leur a permis d'engranger quasi $1 milliard en quelques jours. Ça leur a permis aussi de relever le montant de leur valorisation. Mais donc voilà, il y a eu un tel engouement, malgré le prix de base du bidule, que voilà, si vous espériez pouvoir bénéficier d'une batterie Tesla chez vous, ben voilà, faudra attendre encore un petit peu. Et de toute façon, on rappelle quand même que dans un premier temps, tout cela est réservé exclusivement au marché américain. Tout à fait. Ça avait été peu précisé par la presse traditionnelle quand on l'a vu ça dans les journaux parlés, que ce soit en Belgique ou en France. C'est une des rares annonces high-tech qui s'est faite sur les médias traditionnels. Ça n'avait pas été évoqué, cette histoire de côté très national de l'annonce Tesla. Petite parenthèse, moi j'ai appris comme ça en discutant avec différentes personnes qu'aux États-Unis les blackouts
comme on les a redoutés chez nous en Belgique cet hiver, ne sont pas rares nécessairement. Dans certaines régions du pays peuvent être impactées, contrairement à chez nous, non pas l'hiver, mais plutôt l'été, puisque l'été, dans certaines régions de Californie par exemple, tout le monde y va de son air conditionné, et c'est là que la demande est la plus forte en fait, et que donc là il y a des périodes de blackout qui sont organisées, et que donc a priori ça pourrait intéresser le marché américain en priorité par rapport à nous. Enfin, en tout cas, ce serait une des explications. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'actualité technologique de cette semaine qui était bien fournie. Benoît, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour ta défense. Tout est bien pour moi. Tout est bien pour toi, de côté de chez Marc. Pareil, je ne dirai plus rien d'autre sans mon avocat. Voilà. D'accord, je pense que c'est clair. On va se retrouver très prochainement, bien entendu, avec des numéros hors série, et puis également pour le numéro 35, ce sera la semaine prochaine avec peut-être d'autres intervenants, on verra. C'est à vous de le découvrir. Passez une très très bonne semaine, n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos remarques en commentaire. À très bientôt, au revoir.